Donc on est dans le secteur du Lusiacois Montmorillonnais et en septembre 2018, par prospection, j'ai pu voir des niveaux intéressants dans cette carrière de dolomie. Dans les fissures de ce karst jurassique, en fait, des niveaux argileux, affleurés, de couleur un petit peu grisâtre et de sable et des niveaux un peu noirâtres. Et donc par observation, j'ai pu repérer en premier lieu des niveaux à plantes. Donc ce qui était intéressant localement d'essayer de travailler sur ces plantes. On n'avait aucune idée de l'âge géologique de ces plantes. Par des autorisations avec les directeurs, nous avons pu entreprendre une protection de cet îlot. Et dans cette protection, on a pu retrouver des restes osseux, de dents de crocodile, de petits squamates, de lézards, des dents de reptiles volants, une faune de petits dinosaures et aussi des algues qu'on appelle des charophytes. On a étudié un petit peu les fossiles qu'on collectait. On se retrouve dans une datation de 100 millions d'années. Voilà, ce sont des occurrences anciennes pour la région et de l'étage cénomanien, de la période du Crétacé supérieur. Et ces étages du cénomanien de 100 millions d'années sont rares sur la surface du monde. Il y a 4-5 gisements potentiels dans le monde. Et là, on a le premier gisement d'Europe où on retrouve une faune d'eau douce avec des animaux aquatiques, terrestres, un environnement continental. Alors dans ce gisement, il y a toute une faune de vertébrés, et notamment des poissons, et en particulier des sélacantes. Alors les sélacantes sont ces animaux qu'on connaît assez bien maintenant. Souvent on parle de fossiles vivants, alors c'est un concept un petit peu discutable, mais ce sont des poissons qu'on a d'abord découverts à l'état fossile, et ensuite à l'état vivant en 1938. Et depuis une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que des sélacantes particuliers vivaient dans les eaux douces du sud de l'Europe, notamment du sud de la France. Et ces sélacantes en plus présentent des analogies, des affinités avec des sélacantes qui vivent sur les continents du Sud, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique du Sud principalement. Donc là, on a vraiment des questions de paléobiogéographie, c'est-à-dire qu'on peut relier l'évolution des organismes à l'évolution des continents. Et jusqu'à maintenant, ces sélacantes d'eau douce européens étaient connus essentiellement à la fin du Crétacé, donc dans le Campanien, Maastrichtien. Et là, on aurait des restes de sélacantes qui sont plus anciens. À l'époque, pour tout ce qui est cénomanien, souvent le modèle, c'est que c'est recouvert par la mer. Donc on n'a que des animaux marins, des dents de requin, des choses comme ça. Mais là, l'inverse, c'est qu'on a une faune aquatique continentale parce qu'on est près du Massif central. Donc c'est un point. Et sûrement, il devait avoir des connexions de presqu'îles, d'îlots avec l'Amérique du Nord. Voilà. On va travailler sur ces zones-là, d'accord ? Ici, on a un cas particulier puisqu'on a affaire à un karst, une sorte de gruyère, de réseau de conduits, de cavités qui s'est formé dans un calcaire daté du Jurassique moyen. Et ces cavités, tous ces conduits ont été remplis par la suite, il y a 100 millions d'années, par un sédiment donc, continental, d'origine fluviatile probablement, avec donc des rivières qui devaient s'engouffrer dans ces conduits et qui devaient aboutir à des rivières souterraines et tout ça a amené donc à son flot de sédiments et dans lesquels il y a des dents de crocodile, des restes de plantes, des restes d'algues, des dents de dinosaures, d'amphibiens, de tortues. Toute la faune et la flore va se retrouver piégée, alors pas sous forme de squelette articulé, mais sous forme de ce qu'on appelle des micro-restes. Une carapace de tortue va donner énormément de fragments. Une tortue de 80 cm, elle donne des dizaines et des dizaines de fragments d'1 centimètre ou deux. Les crocodiles, c'est pareil. Les dents de crocodile, dans une mâchoire, il y en a énormément. Donc, on a également beaucoup d'animaux qui ont produit encore plus de micro-restes. Donc tout ça fait que voilà, le sédiment est rempli de tous ces petits débris osseux et de ces dents isolées. Et là, c'est une petite plaque de tortue qu'on appelle une pygale, qui est vers l'arrière de la carapace. Donc ça, c'est très important parce que c'est très diagnostique, on va pouvoir savoir à quel genre elle appartient.
Donc ça c'est un morceau de dentaire arrière. Il est cassé, il manque l'avant, mais un petit peu comme la tortue alligator qu'on retrouve actuellement. Donc ça devait être un gros prédateur, il mangeait des poissons. Sur le site on en a trouvé déjà 5. Alors ça c'est intéressant. Il faut lui demander des explications, mais la forme est intéressante. Ça doit être une partie de la carapace bien précise. Il faudra voir avec Xavier. Ce site qui est constitué énormément de micro-restes comprend aussi des restes de tortues, notamment sur des familles sur lesquelles je travaille sur des périodes un peu plus récentes, au Crétacé supérieur. Et il est intéressant de retrouver des spécimens plus anciens pour comprendre un petit peu l'histoire évolutive de ce groupe. Donc les restes que l'on trouve sont plutôt fragmentaires. C'est un véritable puzzle qu'il faut être amené à reconstituer, identifier chacune des pièces. Alors certaines ne le permettent pas parce qu'on n'a pas forcément les bons contours qui permettent d'identifier précisément quel est le type de plaque et où elle se positionne sur la dossière. L'intérêt du site, c'est que l'on a une grande diversité de pièces anatomiques. On n'a pas que des éléments de la carapace, on a aussi des ostéodermes et des éléments crâniens, et également aussi des éléments issus des pattes et notamment de la présence de griffes. Ce qui est extrêmement rare, voilà, que l'on ne trouve pas sur la plupart des gisements, même plus récents. C'est une question d'environnement, on est dans une mare, on pense que c'était aussi un milieu un petit peu escarpé, on était sur un relief, donc un petit peu un milieu préservé. Et donc dans ces milieux d'eau douce, on a souvent des tortues, des reptiles aquatiques comme les crocodiles. Et par contre sur les berges peuvent mourir des restes de dinosaures. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve dans cet environnement aquatique des restes de dinosaures et aussi des petites dents de mammifères. C'est un des seuls sites de cette époque déposés en milieu continental. Donc là, on a vraiment des bêtes que l'on ne connaît pas en Europe pour cette époque, comme les amphibiens par exemple. Là, on a beaucoup de micro-restes, des vertèbres, des morceaux de mâchoire et d'autres éléments du squelette. Donc là, ça va nous apporter beaucoup de nouvelles données inédites pour des groupes entiers à l'échelle de l'Europe pour cette époque. Donc on a des analyses sur les sables, aussi sur la palynologie, les pollens récoltés dans ces argiles, dans ces sables. Et aussi il y a tout un groupe pluridisciplinaire sur l'étude des faunes. Donc on a des spécialistes de Rennes, de Lyon, du Mésome de Paris et aussi un spécialiste des charophytes justement qui travaille sur ces algues qui sont assez rares dans le registre mondial. Tout ce que vous voyez de cette couleur-là, là, tout ça, c'est des os. Et alors, les os, ça peut tout à fait être de la tortue, du croco, mais ça peut être du dinosaure. Et en fait, pour les paléontologues, ce qui est intéressant, quand il y a du dinosaure, c'est toujours un plus, mais tu as toute la faune qui était associée, c'est-à-dire que tu as toutes les petites bêtes qui vivaient, plus petites bêtes qui vivent avec, qui sont là également, et c'est vraiment fascinant. Alors, il y a aussi des choses de couleur plus foncée. Ça va être de la matière organique issue de végétaux. Et donc on a aussi avec nous là Bernard Gomez, qui est un spécialiste de paléobotanique, qui est en train de faire des prélèvements pour savoir quelle était la flore, qui est les dinosaures qui étaient là. En fait, ce qu'elle a d'important pour un botaniste, c'est que c'est le moment où on a les premières plantes à fleurs. Voilà. Et les plantes à fleurs, au jour d'aujourd'hui, c'est la majorité, la grande majorité, c'est 85-90% de la diversité. Et en fait, on a une période un petit peu charnière qui est en gros entre 130 millions d'années et 100 millions d'années, ce qui serait à peu près l'âge ici, où on ne sait pas trop dans le détail ce qui s'est passé. On passe d'une composition en plantes terrestre qui est dominée par des conifères,
pour simplifier, ce qu'on appelle, donc c'est un ensemble plus large qu'on appelle les gymnospermes, à quelque chose qui va progressivement être dominé par des plantes à fleurs. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à la fois à comprendre comment la diversité change et se met en place dans le temps et dans l'espace. Là, tu as fait un gros travail, là, quand même. Un petit travail pour avancer un petit peu. Et donc, on voit toute cette morphologie qui n'est pas visible ou peu visible à l'œil nu. C'est une graine. On voit très bien 2 hémisphères. Et donc, ce serait aussi une graine d'angiosperme. On a peut-être justement une graine de ce fameux fruit. D'accord, ça pourrait être la même chose. Ça pourrait. Être deux choses différentes. Ça pourrait. D'accord. Voilà. Donc, là, c'est vrai que la résolution est quand même assez magnifique. Hein. Des belles images tomographiques. Il y a un bon contraste, il y a des caractères anatomiques qui sont bien conservés. Franchement, mais c'est pas de l'actuel. Hein. C'est pas de l'actuel. On est à 100 millions d'années là. 100 millions d'années. C'est ça qui est exceptionnel. Donc ça va nous permettre de comprendre un petit peu les plantes qu'il y avait en paléopaysage en Vienne il y a 100 millions d'années. Alors, c'est un gros travail qui a lieu tous les week-ends avec l'autorisation du propriétaire privé terrien et de l'exploitant de la carrière. Donc on travaille tous les week-ends depuis 3 ans et nous avons collecté 100 000 restes. Mais ces 100 000 restes, en fait, sont obtenus par une fouille systématique sur place, par des fouilles au couteau, au pinceau, et par méthodologie, on récolte du sable et ce sable, on le tamise pour obtenir cette petite faune microscopique qu'on ne voit pas à l'œil nu. Notre travail, c'est en quelque sorte, pour faire simple, de vider ces galeries, ces conduits, ces poches, pour récupérer le sédiment. Et ensuite, on le tamise. Alors, on a la chance que ce sédiment se tamise très très bien, simplement à l'eau. Et dans les tamis, ensuite, à différentes fractions, on récupère les dents de crocodile de différentes tailles, les morceaux de carapace de tortue, etc. Et donc, c'est extrêmement riche. Il n'y a pas seulement 1 ou 2 dents qui traînent par dizaines de kilos. On a par kilo de sédiment, plusieurs dizaines de dents. Donc on est en train de passer le sédiment qu'on a récolté sur le terrain dans différents tamis qui présentent chacun un maillage qui permet d'abord de récupérer les pièces les plus grossières jusqu'à des pièces les plus fines. Et donc on en profite pour déjà jeter un premier coup d'œil et faire un premier tri lorsqu'on trouve des pièces qui peuvent être intéressantes. C'est une dent, c'est ça? Ah ouais, c'est une dent. Sur un affleurement qui fait à peu près 1 hectare, on a des compartiments justement de failles avec des remplissages avec des feuilles. On a des remplissages justement avec ces petits restes d'ossements. Donc on a toutes les tailles d'ossements. On a des dents de jeunes crocodiles jusqu'à des dents de grands crocodiles. Et malheureusement, les dents de mammifères sont des mammifères qui sont rares à cette époque-là, discrets, il y en avait très peu. Mais on a eu la chance, dans 400 kg de sédiments fins triés, de trouver à peu près 4-5 dents de mammifères exploitables, donc c'est des dents qui sont complètes, et dont une dent qui est la seule d'Europe. Donc là, on serait plutôt côté marsupial que côté placentaire, d'après la morphologie de la molaire. C'est une molaire supérieure, en fait. Donc ça fait plus alphadon. C'est la première dent qu'on a trouvée sur le site. Donc c'est très encourageant. On avait tous les groupes, sauf les mammifères, donc trouver ça maintenant au début, c'est quand même encourageant dans le traitement et l'exploitation du site. Voilà, il y a encore 15-20 ans, on ne connaissait rien des mammifères pour toute cette partie moyenne du Crétacé, autour de 100 millions d'années, même bien au-delà, avant et après.
Et là, du coup, on avait on était à quoi 6 dents en Charente-Maritime, et là maintenant, avec le gisement dans la Vienne, un autre site et un spécimen supplémentaire, et qui en plus semble correspondre à une autre espèce. Il va y avoir une reconstitution, bien sûr, à terme, qui sera une reconstitution du paléoécosystème de l'époque, mais ça va passer par l'étude des faunes et de la flore. Donc ça pour la reconstitution de l'écosystème, et puis chaque groupe de vertébrés, de plantes va être étudié de manière systématique, alors identifier les espèces présentes, et puis ensuite voir s'il y en a des nouvelles, ce qui est probable, les décrire, et puis ensuite comparer la faune que l'on va découvrir ici avec les faunes découvertes ailleurs dans la région, puis au niveau de l'Europe, et ensuite au niveau comparé avec les faunes d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Asie. Ça c'est chouette, hein. Ah, c'est beau ça. Tu vois, c'est pas les troodons que t'as, hein. Non. C'est droméosaures, ça. Hein. C'est droméosaures. Alors il y en a qui mettraient ça dans troodontidés. Oui, oui. Ouais. Mais bon, les troodons, ils ont des gros tubercules à la base. De Charente, il y en a 2 ou 3, il y en a même une. C'est énorme. Et puis il n'y a rien là. Ouais. Mais ça, j'espère que tu vas en trouver parce que ce serait top. Ça ferait le lien entre les deux faunes, quoi. Alors, le site de Persac est vraiment une découverte qui est inespérée et qui va venir renforcer l'état de connaissance et les collections patrimoniales, le patrimoine que nous avons au sein de l'université. Alors il a fallu un peu plus de 10 ans pour réunir des véritables réserves définitives, fonctionnelles, dont une grande partie se trouve sur le jardin botanique universitaire, sur le site du Défend. Et nous avons tout un espace qui est dédié aux collections historiques de paléontologie, avec des collections qui datent du début du 19e siècle et qui ont été collectées par des personnes qui ont été vraiment structurantes après sur l'état de la connaissance de la géologie locale. C'est d'autant plus possible parce que M. de Montvallier, le propriétaire du site, et puis aussi l'exploitant, ont accepté et ont souhaité que ce matériel puisse être déposé au sein de cet établissement universitaire. Très rapidement, ils ont compris l'intérêt scientifique d'exploiter ce gisement et de nous permettre de aussi enrichir l'état de la connaissance scientifique, mais aussi patrimoniale que l'on a des collections. En quelques années, c'est devenu un véritable centre de ressources. Alors, en priorité, effectivement, c'est un accès privilégié pour non seulement les étudiants et les chercheurs spécialistes, les étudiants à travers la formation et notamment de nombreux stages pédagogiques sur la gestion, conservation des collections, mais aussi sur des approches plus de recherche scientifique, lorsqu'ils sont amenés à travailler sur un groupe, pour avoir une bonne base de données et de voir aussi la diversité au sein de ce groupe. Ces collections ont ce rôle-là également. Alors moi, ce que j'ai appris, c'est que j'aime bien en fait découvrir des sites, pouvoir les exploiter et puis après mener à bien une étude globale sur un site et peut-être espérer justement à faire une valorisation en tant que protection d'un site comme ça qui est quand même un site inédit et unique en Europe. Donc pouvoir le protéger, comme on est dans un domaine des carrières, à un moment donné, on doit remblayer le site, mais peut-être on pourrait le conserver, puisqu'en fait c'est quand même actuellement un chantier école pour les étudiants de Poitiers. Ils viennent aider le projet grâce à un bénévolat, ils viennent aider sur le chantier de fouilles en faisant le métier qu'on peut apprendre en archéologie, en paléontologie, c'est-à-dire un métier de terrain, d'observation. C'est pour ça que l'intérêt est de continuer ces travaux.